Bon, il est 11h02, on lui donne encore quelques minutes, quelques secondes. Ah, c'est Madame Richard, d'accord. Alors, est-ce que vous m'entendez, Madame Richard ? Bon, apparemment, elle a une petite difficulté à se connecter à la session. Alors bon, tant pis, nous allons commencer de toute manière, on va voir hein, si elle arrive en cours de route. Donc aujourd'hui, donc voilà, je me représente, donc moi c'est Michael Pereira, je suis responsable du support technique chez Ciener Informatique, donc pour tous les produits de la gamme Kerio. Donc aujourd'hui le webinaire il va se reposer donc sur Kerio Control et le sujet ça va être la sécurité internet. Donc comment protéger au maximum son réseau. Donc nous allons voir les différentes fonctionnalités que propose Kerio Control justement donc pour sécuriser notre réseau. Dans un premier temps, donc, je vais vous faire voir un petit PowerPoint et ensuite donc, on va passer à une démo live hein, pour voir tout ça en pratique. Alors notre plan, donc, dans un premier temps, ça va être une brève donc, introduction à Kerio Control hein, et son architecture de sécurité. Donc voilà, introduction à la sécurité réseau. On va voir donc les différentes après couches de cette sécurité. Petite démo en live en pratique. Et donc après bien entendu hein, la section questions-réponses. Donc Kerio Control, qu'est-ce que c'est? Donc principalement c'est un firewall, routeur, et il dispose bien entendu d'un IPS, donc intrusion prévention système, qui va vous permettre en fait tout simplement de vous protéger contre les attaques réseau les plus connues. Alors je vais juste quitter ça, histoire que vous n'ayez pas trop de carrés bleus. Donc il dispose notamment aussi d'un antivirus, donc on va voir en pratique quel protocole cet antivirus va pouvoir scanner. Vous avez donc web et filtre de contenu, bien entendu, donc pour bloquer des pages, des accès à des URL inappropriés. Vous avez un système de QoS, donc ça c'est pour le bandwidth management, donc pour la gestion de la bande passante. Ceci on l'avait vu déjà dans un précédent webinaire Kerio Control, hein. Donc ce qui va vous permettre de prioriser en fait de la bande passante pour certains protocoles ou pour certains utilisateurs. Par exemple, s'il y a des utilisateurs VIP qui ont besoin de plus de bande passante que d'autres, ça va être possible. Donc un rapport de trafic assez détaillé là-dessus. Vous pourrez avoir un rapport donc de trafic pour la surveillance web de vos utilisateurs. Donc il va y avoir une remontée de ces infos directement. Vous recevrez ça, donc ces rapports par mail, c'est possible. Et notamment après tout un système de rapports qui va être plutôt dédié en fait à tout ce qui est IT admin, donc tout ce qui est administrateur réseau, au sujet de certaines erreurs ou par exemple des attaques que vous pourriez rencontrer. Si par exemple Kerio Control donc, a effectivement déjoué une attaque, cette alerte va pouvoir être remontée en fait par mail directement à l'administrateur réseau.
Sécurisation VPN, hein, bien entendu. Donc KE Control dispose d'un serveur VPN. Voilà, donc tout le monde connaît plus ou moins ce que c'est quand même un serveur VPN. Ça permet donc à vos clients tout simplement mobiles depuis l'extérieur de se connecter en VPN, donc sécurisé, à votre réseau local pour avoir accès à toutes ces ressources. Vous avez notamment la possibilité effectivement donc de faire un tunnel VPN entre différents sites. Donc disposer à des localisations différentes pour pouvoir effectivement donc tout simplement interconnecter les réseaux locaux de vos différents sites. Donc souplesse d'utilisation et de déploiement, ça va être surtout donc pour son installation. KE Control donc dispose de software appliance pour VMware et Hyper-V. Donc voilà, si vous avez déjà de la virtualisation. Vous pouvez l'installer directement donc en format ISO, hein, bien entendu, sur un serveur quelconque. Et bien entendu, vous avez après l'hardware appliance, donc la KE Control Box. Pour le live démo, donc il faudra juste savoir, je suis moi sur une KE Control Box, hein, mais ça ne change absolument pas d'une software appliance ou d'un ISO installé directement sur un serveur. Hein. Pour en revenir juste pour que ce soit pour le ISO d'ailleurs ou pour VMware Hyper-V, quand je parle de software appliance, donc bien entendu il y a déjà un système d'exploitation qui est intégré. Donc voilà, c'est basé sur du Debian, hein, tout simplement. Donc une distribution Linux remaniée un peu à la sauce Kerio, et bien entendu il y a le KE Control qui est directement installé dans ce système d'exploitation. Voilà, donc simple, hein, bien entendu, ça c'est vraiment philosophie Kerio pour l'ensemble de ses produits, c'est vraiment une souplesse d'administration et une simplicité. Notamment, vous pourrez même après administrer vos produits Kerio directement, par exemple, depuis votre tablette mobile, etc. etc. Voilà, donc l'essentiel de l'architecture de sécurité. Donc, pour cela, donc, vous avez le routing, le filtrage et la translation d'adresses. Pour tout ce qui est routing, donc c'est le routage de paquets, hein, bien entendu, le routage de trafic dans l'enceinte de votre réseau local. Donc ça va passer par les règles de trafic. Et notamment après avec le NAT, donc le Network Address Translation, c'est tout simplement pour pouvoir directement ouvrir certains services à Internet. Donc ce qui va vous permettre, voilà, si vous voulez ouvrir votre service VPN sur Internet, c'est-à-dire que les clients depuis Internet VPN vont pouvoir se connecter directement sur votre KE Control. Donc voilà, c'est le mappage de service, hein, tout simplement. L'inspection de paquets. Donc ça va être plutôt pour ce qui est effectivement le filtrage, c'est intégré donc dans ces règles de trafic. L'inspection de paquets, donc ça c'est transparent de toute manière pour vous. D'ailleurs sur les règles de trafic, donc ça s'appelle les inspecteurs de protocole. Là-dessus, les inspecteurs de protocole en fait ont deux étapes justement pour scanner ces paquets. Pour inspecter ces paquets, vous avez donc le DPI et puis après le stateful. Donc pour résumer la chose, c'est transparent pour vous, hein, mais c'est juste pour la culture. Le stateful en fait va scanner directement la connexion entrante en fait ou sortante. Et le DIP inspection paquet va en fait directement scanner cette connexion à l'intérieur de cette connexion. Et donc à l'intérieur de cette connexion, il va y avoir du contenu et finalement le protocole qui est utilisé pour cette connexion. Voilà, donc introduction à la sécurité réseau. Donc là, on va avoir une brève analogie là-dessus. Donc identifier les besoins en sécurité réseau les plus courants. Donc généralement vous avez des questions qui vous sont posées par soit vos clients, hein, si vous êtes un revendeur, ou directement par vos départements en interne si vous êtes un client final. Les ressources humaines, admettons par exemple, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vous poser comme question? Nos anciens employés peuvent-ils utiliser leur accès Wi-Fi pour accéder à notre réseau? Donc effectivement ça peut être un truc bête et méchant, mais donc les anciens employés, s'ils partent avec le mot de passe Wi-Fi et vous ne l'avez pas changé, effectivement ils vont pouvoir se connecter au réseau Wi-Fi de l'entreprise. Donc voilà, ça peut être assez critique. Nous devons éviter que les utilisateurs accèdent à du contenu inapproprié. Donc voilà, ça c'est effectivement juridique, hein, d'un point de vue légal.
Je sais que certaines entreprises, en plus de plus avec les attentats qu'il y a eu effectivement, avec le plan Vigipirate, vous devez effectivement d'avoir des logs et de tracer finalement les connexions de vos utilisateurs, quels sites web ils ont visité, etc. etc. Donc les commerciaux, bien entendu, combien de fois vous avez entendu ça? Je reçois des mails de notification disant que mon adresse IP est blacklistée. Alors ça, effectivement, c'est un réel problème. Outre le fait que ça peut être un problème de sécurité réseau, c'est aussi bien souvent lié au serveur de mail et à son utilisation en tout cas. Donc comment puis-je savoir si notre réseau a été compromis et qu'est-ce que je peux y faire à ce propos? Donc effectivement ça va être les administrateurs réseau, le département en fait IT. Ce problème-là en fait va être vraiment critique pour eux et effectivement si ce département IT, Dieu sait qu'il a pas mal de trucs à gérer en même temps, plusieurs serveurs, plusieurs réseaux, etc. La centralisation de ça et surtout la remontée d'alerte automatique peut permettre vraiment un gain en productivité pour eux en tout cas. Donc voilà, l'analogie, donc aujourd'hui ça va être la douane en fait, tout ce qui est sécurité à la frontière, on va faire une corrélation comme ça avec la sécurité réseau. Donc qu'est-ce que les douaniers vont vous demander en fait? Par exemple, vous êtes dans un aéroport et vous voulez donc passer dans un autre pays. Première question effectivement, qui vous êtes bien entendu? Pourquoi êtes-vous ici? Donc quoi? Vous êtes donc autorisé de faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Où allez-vous? Donc comment vous allez là-bas effectivement? Et donc si effectivement vous vous comportez mal, effectivement, qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc sécurité à la frontière, donc êtes-vous autorisé à quitter, à entrer dans le pays? Bien entendu. Êtes-vous un citoyen de ce pays ou un voyageur? Donc effectivement pour la dernière question, ça va différer. La sécurité réseau, donc le carrier control derrière effectivement va changer finalement son caractère selon soit le paquet réseau ou soit l'utilisateur qui le traite. Effectivement, si c'est un citoyen de ce pays, donc ce qui veut dire effectivement si c'est un employé ou si c'est un invité. Donc pour la sécurité réseau, voilà, êtes-vous autorisé à accéder à ce réseau tout simplement, et êtes-vous un employé ou un invité? Si vous êtes un employé, effectivement, vous allez pouvoir avoir à disposition toutes les ressources au réseau, donc c'est-à-dire votre serveur de fichiers, les partages réseau, etc. Ou est-ce que vous êtes juste un simple invité, et dans ce cas-là, vous aurez accès uniquement à Internet et à rien d'autre. Donc voilà, ça c'est les questions de base, effectivement. Donc sécurité à la frontière, donc vous ne pouvez pas ou devriez pas visiter ces pays. Donc voilà, ça c'est le méchant finalement douanier qui vous interdit de passer en Amérique, c'est tragique. Sécurité réseau, donc vous ne devriez pas visiter ces sites web. Donc ça c'est pour tout ce qui est filtrage de contenu. Voilà, vous devez effectivement de pouvoir avoir une surveillance et puis restreindre l'accès à certaines URL, à certains sites web à vos employés. Ne serait-ce que pour vous protéger et protéger l'entreprise, quoi. Donc les différentes questions, transportez-vous des armes à feu ou des grands contenus de liquide? Voilà, je sais que de plus en plus c'est problématique, et surtout pour les vols charter, notamment EasyJet, etc. Si vous avez des bagages à main, des bagages en cabine, interdiction d'avoir des liquides de plus de 150 ml, je crois. Donc effectivement c'est quand même très restrictif. Êtes-vous connu donc pour être un espion, admettons, sait-on jamais si vous êtes un espion, ou un terroriste, dans le cas où vous allez effectivement aux États-Unis. Êtes-vous connu donc voilà pour être un espion ou pour être associé à des malfaiteurs? Donc ça va être plutôt dédié effectivement à tout ce qui est PS, donc intrusion, prévention, système. Donc de la point de vue de la sécurité réseau, est-ce que votre trafic est infecté par un virus? Donc ça va être scanné par l'antivirus de Carrier Control. Êtes-vous connu donc pour être une tentative de phishing? Donc tentative de phishing,
ça permet, enfin le phishing en soi, hein, donc après il y a différents types de phishing, mais c'est tout simplement en fait se faire passer par exemple pour un autre site web, et finalement les utilisateurs vont croire qu'ils se connectent au bon site web alors que non, ou au bon serveur par exemple. Ils vont taper leur mot de passe et le site web ou le serveur en question malhonnête va effectivement donc après tout simplement collecter ces mots de passe. Donc ou associé à des attaques réseau, donc ça va être pour l'IPS, c'est-à-dire que l'IPS il va avoir une base de données, mais ça on va voir ça en pratique, des attaques réseau les plus courantes, et selon donc effectivement le paquet qui va scanner, si il croit en tout cas que c'est une attaque courante, il va la rejeter immédiatement. Donc ça c'est pour la Homeland Security Advisory System, donc ça c'est effectivement c'est pour les États-Unis, hein. Vous voyez que vous avez différents degrés d'alerte en fait concernant effectivement donc le voyage, en tout cas le passage jusqu'aux États-Unis. Et donc ça va être l'IPS, effectivement. Lui pareil, il va avoir plusieurs degrés en fait d'alerte, et selon ces degrés d'alerte, soit il va juste les loguer dans les logs, hein, ou soit tout simplement si ça atteint un niveau assez élevé, il va rejeter immédiatement la connexion. Donc nous avons vu ou entendu des activités qui indiquent une attaque possible, les communications des personnes présentes sont surveillées. Donc de point de vue de sécurité réseau, nous avons observé des activités ressemblant à une attaque réseau, donc ça on le verra plus tard, et les activités réseau de cette personne appareil sont surveillées de près. Donc voilà, ça c'est pour la surveillance, hein. Voilà, donc la couche security, donc le but ça va être de carrier control, il fonctionne ainsi: identifier, bloquer, surveiller et recommencer. Donc voilà, là pour ce coup, ce slide là est en anglais. Donc ça c'est pour la première question qu'on avait des ressources humaines. Effectivement, les anciens employés, est-ce qu'ils disposent toujours du même mot de passe Wi-Fi, et est-ce qu'ils peuvent accéder à notre réseau informatique? Donc ça va être, on va pouvoir contrecarrer ça et ces problèmes, parce que c'est à dire qu'effectivement si vous devez à chaque fois de changer le mot de passe Wi-Fi à chaque fois que quelqu'un quitte la société, ça va être problématique. Donc c'est à dire qu'il va falloir communiquer à chaque fois le nouveau mot de passe aux nouveaux employés et aux employés actuels. Donc ça va être ce problème-là va être résolu en fait avec le serveur Radius, donc qui est venu avec la version 8.2, il me semble, quelque chose comme ça, de Carrier Control. Ce serveur Radius va pouvoir en fait tout simplement, dans un premier temps, permettre l'authentification Wi-Fi avec le mot de passe, par exemple Windows, des utilisateurs. Donc comment ça va se comporter? À la place donc que effectivement par exemple depuis votre téléphone ou un PC portable, vous sélectionnez donc votre réseau Wi-Fi, vous avez juste un mot de passe à taper. À ce moment-là, avec le serveur Radius, à la place d'avoir juste ce pop-up avec le mot de passe, il va avoir un pop-up avec login et mot de passe qui va correspondre en fait tout simplement aux utilisateurs qui sont enregistrés sur le Carrier Control et mappés donc par la suite à un Active Directory derrière. Donc voilà, ce qui va permettre, vous avez beau changer le mot de passe Wi-Fi après pour les invités, les autres utilisateurs, donc les employés finalement du réseau local, vont pouvoir se connecter avec leurs idées, leurs credentials Windows. Donc voilà, c'est comme ça que ça va pouvoir être en tout cas sécurisé. On va le voir en pratique, hein, comment mettre en place ce serveur Radius effectivement. Donc juste pour un petit mot encore, donc le serveur Radius va permettre donc aux employés de se connecter avec leur credential Windows, mais aussi bien entendu avec les invités, ils vont pouvoir se connecter avec un mot de passe partagé en fait pour tous les invités. Donc voilà, ça c'est pour la partie invité effectivement, donc Guest Network, hein. Donc on va voir que effectivement depuis donc ils ont intégré le serveur Radius, il y a une nouvelle interface donc qui s'appelle interface invité, où d'ailleurs là vous pouvez avoir un nombre illimité d'utilisateurs et de périphériques passant à travers cette interface invité, et cette interface invité va être par défaut isolée par rapport aux autres interfaces de votre réseau local. L'histoire bien entendu que ces invités là ne passent pas donc aux ressources, n'aient pas accès en tout cas aux ressources de votre réseau informatique.
Donc ça c'est pour la partie effectivement, donc vous devez finalement de filtrer de contenu web des utilisateurs. Donc ça va être tout simplement par le filtre de contenu que nous allons voir de toute manière. Nous allons directement pouvoir filtrer certaines URL sous certains protocoles. Et au-delà de ça, nous allons pouvoir aussi filtrer du contenu grâce aux catégorisations web du Query Control. Nous allons voir ça de toute manière. Par exemple, comme catégorie, il va y avoir tout ce qui est peer-to-peer, donc téléchargement, torrent, etc., etc. Ou le streaming, par exemple. Vous allez tout simplement sélectionner cette catégorie streaming. Et ça c'est Kerio, donc qui crée cette base de données. Il va répertorier en fait tous les sites de streaming qu'il connaît. Et donc il va restreindre l'accès à ça. Ou l'autoriser, hein. Après ça je sais pas. Donc ça c'est pour les commerciaux, quand ils disaient effectivement que leur adresse IP était blacklistée, quand ils envoyaient des mails. Ça va correspondre donc à la sécurité réseau pour donc l'IPS. Parce que l'IPS, donc comme je vous l'avais dit, il va contrecarrer en fait les attaques réseau les plus connues et surtout va restreindre. Il a déjà une auto-blacklist qui correspond aux principaux réseaux mondiaux internet en fait, de botnet, de virus, etc., etc. Nous allons voir ça en pratique de toute façon après, et notamment l'antivirus, bien entendu, faire attention à ceci. Donc ça c'était pour la question des administrateurs réseau. Effectivement, comment vais-je savoir si mon réseau a été compromis? Ça on va voir la partie remontée d'alerte dans le live démo. Donc là, ça c'est pour la partie effectivement log. Effectivement vous avez tout un traçage des logs assez complets et fournis dans Query Control. Mais écoutez, on va passer à démo live. Je sais pas quelle heure il est déjà. Effectivement, il est 11h24. Donc dans ce live démo, dans un premier temps, donc je vous ai parlé du serveur Radius. On va voir comment le mettre en place. Donc pour avoir un serveur Radius, bien entendu dans un premier temps il vous faut quand même un point d'accès Wi-Fi. Donc en l'occurrence moi, donc pour mes phases de test, donc j'ai tout simplement un D-Link de la marque D-Link, donc c'est le DAP 1360. Donc je vais me loguer à mon accès Wi-Fi. Donc juste avant, là je me suis logué, je vais passer donc sur le Query Control, l'interface. Alors je fais une brève pause, voir s'il n'y avait pas trop de questions, parce que je vois qu'il y a Madame Richard qui ne s'est pas reconnectée d'ailleurs. Peut-on facilement bloquer Facebook? Ouais, on va voir ça effectivement, mais c'est facilement bloqué, ouais, tout à fait. On peut même aller au-delà de ça et bloquer directement les adresses IP des serveurs Facebook. Donc généralement Facebook communique la plupart de ses plages d'adresses IP et on va pouvoir les bloquer directement à l'adresse IP. Donc là c'est vraiment très, très brutal. Donc pour la partie serveur Radius, oui, la partie serveur Radius, donc c'est ici, donc domaine et accès utilisateur. Vous avez donc ici authentification Wi-Fi tout en bas, authentification Wi-Fi, serveur Radius, autoriser l'authentification WPA2 Enterprise dans Query Control. Donc de votre côté sur le Query Control, vous avez juste à cocher ça pour activer le serveur Radius. Ici vous choisissez donc votre certificat, donc le certificat SSL. Moi j'ai pris donc celui par défaut du Query Control. Et après le mot de passe Radius. Donc là en l'occurrence j'ai mis 1, 2, 3 juste pour le mot de passe Radius. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous avez juste à appliquer. Et ensuite tout va se jouer derrière après sur donc la partie D-Link System. Donc généralement sur votre point d'accès Wi-Fi vous avez donc les paramètres wireless, donc les paramètres Wi-Fi. Donc vous allez dans vos paramètres Wi-Fi de votre point d'accès. Voilà, donc ça c'est pour le paramétrage du réseau Wi-Fi avec bien entendu le SSID.
Et donc là, à la place de choisir un mot de passe défini, vous allez prendre Security Mode, et il va falloir que vous preniez donc WPA Enterprise, absolument, sinon le serveur Radius ne marchera pas, vous ne pourrez pas l'intégrer. Ici, donc pour les authentifications et les méthodes d'authentification WPA, donc voilà, j'ai pris les trucs par défaut, hein, en automatique, tout en automatique. Et là, vous allez pouvoir voir que quand vous avez sélectionné WPA Enterprise, vous avez maintenant une nouvelle rubrique donc pour le serveur Radius. Donc ici, tout ce que vous avez à faire, tout simplement, c'est mettre l'adresse IP du serveur Radius, donc qui correspond à l'adresse IP du Carrier Control. Hein. Alors là, vous pouvez voir que dans la barre du navigateur, c'est pas exactement la bonne, mais si je vais dans mes interfaces, voilà, j'ai mon VLAN hotspot Wi-Fi qui est ici, c'est qui correspond donc à la passerelle 303031. Donc voilà, j'ai mis l'adresse IP ici. Ceci est le port par défaut pour le serveur Radius, donc en l'occurrence là c'est le 1812. Et donc le secret, hein, donc ça s'appelle le secret password, shared secret, pour la connexion au serveur Radius du Carrier Control. Donc je vous avais dit, j'ai mis un 2.3, voilà, c'est mon secret pour mon serveur Radius. Une fois que ça c'est paramétré, bah, vous n'avez plus rien à faire. Il vous faut juste bien entendu, non, mais le serveur Radius sur le serveur Control nécessite que votre Carrier Control soit mappé à un Active Directory. Donc en l'occurrence, moi quand je vais dans ma liste des usagers, voilà, j'ai mappé ça donc en démo à un Active Directory. Donc on peut voir mes différents identifiants. Et donc maintenant ce que vous avez à faire, c'est juste à vous connecter. Hein. Donc moi je me suis connecté avec mon téléphone portable. Donc en l'occurrence, moi j'ai un Android. Donc je vais juste vous expliquer oralement, mais là tout simplement, bah, vous vous connectez normalement à un réseau Wi-Fi avec votre portable, et vous allez tout simplement voir qu'au moment de la connexion et au moment de taper le mot de passe, à la place d'avoir juste un champ pour le mot de passe, vous allez avoir différents champs, et vous allez avoir un pour le login et un pour le mot de passe, qui va correspondre en fait tout simplement au login mot de passe de l'Active Directory. On va pouvoir voir dans mes barres d'état, dans les connexions, dans les autres actifs, nous allons pouvoir voir si je sélectionne par type d'authentification. Donc là on peut voir qu'il y a pas mal de machines d'authentifier. Si je me classifie ça donc par type d'authentification, on va pouvoir voir ici donc l'adresse 30303040, donc michael.p, qui correspond donc à mon serveur après du domaine Active Directory. Et l'authentification, donc on voit bien que là il s'est connecté grâce au serveur Radius. Si vous avez des problèmes après, bien entendu, vous pouvez toujours, hein, depuis les logs, aller dans le log debug, faire un clic droit, message, et ensuite après afficher les erreurs ou les rapports de log en rapport avec le serveur Radius. Pas d'AD, donc pas de Radius. Effectivement, pas d'AD, pas de Radius. En tout cas, dans la procédure Carrier, c'est ça, c'est comme ça qu'il a été conçu. Il vous faut un Active Directory. En tout cas, il faut qu'il soit mappé à un Active Directory, effectivement. Donc voilà, ça c'était pour la partie serveur Radius. Hein, vous avez vu que c'est quand même assez simple à mettre en place. Et là vous aurez du coup après le plus haut niveau de sécurité que vous pouvez avoir, en tout cas pour votre point d'accès Wi-Fi. Donc ça c'était pour ceci. Donc on va passer donc à la partie règles de trafic. Donc je vais dans mon interface donc dédiée aux règles de trafic. Donc toutes les règles de trafic là qui sont en verte, à part celles qui correspondent au trafic hotspot Wi-Fi, sont toutes des règles en fait qui sont créées par défaut à l'installation de votre Carrier Control. Donc si je passe, ça doit être plus d'action, non, ça doit être dans le tableau de bord, assistant de configuration. Pour une première installation de Carrier Control, je vous conseille donc c'est de passer par le tableau de bord. Vous cliquez en dessous là sur assistant de configuration. Et voilà, vous avez ce pop-up qui s'affiche et après ensuite vous cliquez sur définition de police de trafic.
Et là effectivement ça va vous permettre en fait de pouvoir créer, spécifier en fait directement les premières règles de trafic que vous voulez établir. En l'occurrence depuis internet. Donc là ce qui va vous permettre par exemple si je veux que mes services VPN, services Carrier Control Administration, donc ça c'est pour l'accès à la console admin depuis internet de Carrier Control, et puis tout ce qui est service web effectivement. Si vous avez un serveur web hébergé dans l'enceinte de votre réseau local. Là actuellement j'ai déjà mappé, j'avais déjà établi les règles, mais si vous avez après un Carrier Connect et un Carrier Operator, donc le serveur de téléphonie de Carrier, vous allez voir que durant l'assistant de configuration, lui-même va pouvoir vous créer directement les règles pour pouvoir donner accès, en fait, le NAT, tout simplement, à tous les services Carrier Connect et Carrier Operator. Donc en un clic, vous pouvez après directement créer ces règles de trafic. Donc là, je fais fermer. Donc si je prends une des règles donc par défaut qui a été créée, par exemple je prends cette règle là qui correspond donc au trafic local. À quoi correspond donc cette règle? Cette règle veut dire tout simplement que vous avez donc la colonne source, ensuite la colonne destination. Si je prends en source le pare-feu il va pouvoir accéder après en destination aux interfaces autorisées / locaux, donc c'est-à-dire à toutes mes interfaces réseau. Ceci est un groupe. Si je retourne dans les interfaces, vous allez pouvoir voir que le groupe interfaces autorisées locaux ici, que je déplie, dans ces groupes d'interfaces locaux, j'ai une autre interface qui s'appelle donc LAN Data et une LAN VoIP. Donc le pare-feu va pouvoir accéder après en destination au groupe, aux interfaces autorisées locaux. Il va pouvoir accéder à l'interface invitée, au VLAN formation, donc ça c'est moi qui l'ai rajouté, au VLAN hotspot Wi-Fi, au client VPN et à tous les tunnels. Et de même après dans l'autre sens, c'est-à-dire que le client VPN va pouvoir accéder aussi, et puis tous les tunnels VPN vont pouvoir y accéder aussi. Donc ça c'est pour ça. On va pouvoir, mais ce que je vais faire c'est que je vais créer de toute façon une règle de trafic. Alors il faut savoir que ces règles de trafic vont vous permettre plusieurs choses. Ils vont vous permettre notamment par exemple de pouvoir spécifier, de pouvoir par exemple selon un certain protocole, un certain service, lui dire par exemple pour ce service là tu vas faire en sorte de sortir par ce lien internet. Donc par exemple là vous pouvez voir que dans mes interfaces internet donc j'ai deux liens WAN, donc j'ai deux liens internet, le WAN OpenIP et le WAN OVH. Dans les règles de trafic par exemple je vais en créer une nouvelle, ajouter. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser donc le protocole de routage, donc utiliser une interface sortante spécifique ou l'adresse IP publique pour un trafic particulier. Ici je sélectionne donc par exemple un WAN. Donc là en l'occurrence j'ai sélectionné le WAN OVH. Suivant. Alors par exemple ici, voilà, je vais juste l'appeler TR, Traffic Routing. Suivant. En source, ce que je vais pouvoir mettre par exemple, admettons, ça va être, je sais pas, on peut prendre voilà, le groupe d'interfaces autorisées locaux, ou par exemple le LAN Data. En service, admettons, je vais prendre par exemple tout ce qui est les services IPsec. Ok. Et je vais faire terminer. Donc voilà, cette règle a été créée ici, là en dessous, TR. Et ici, donc en source, dans la colonne source, vous avez LAN Data, destination, donc interface internet. Et après, si, voilà, je vais un peu plus à droite, en traduction, dans la colonne traduction, vous avez NAT, WAN OVH. Et en service, IPsec. C'est-à-dire que pour ce service-là, IPsec, pour sortir sur internet depuis le LAN Data, il va utiliser exclusivement le WAN OVH. Donc ce qui va vous permettre de pouvoir prioriser des trafics après derrière. Donc ça c'était pour la partie démo. Alors du coup il y avait une question au sujet, parce que de toute manière j'allais passer ensuite donc pour tout ce qui est filtrage de contenu.
c'était pour bloquer Facebook. Hein. Ouais, c'est l'une des questions effectivement les plus courantes à chaque fois de toute manière. Donc oui. Alors là on peut voir que j'ai déjà préétabli en exemple certaines règles de trafic. Par exemple j'ai appelé une règle donc, qui s'appelle site bloqué. Donc vous avez un champ contenu détecté, ensuite vous avez une autre colonne source et vous avez la colonne action. Dans le contenu détecté, donc voilà où j'ai mis différents sites en exemple, j'ai notamment Facebook. Donc je double-clique dessus pour ouvrir donc le pop-up de configuration. Vous voyez que j'ai facebook.com et www.facebook.com. Là-dessus, si je double-clique dessus, donc là vous pouvez spécifier, vous pouvez là changer le site en l'occurrence bloqué. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai bloqué, donc j'ai la première puce URL HTTP qui permet les wildcards. Donc c'est à dire que là c'est facebook.com mais ça peut être slash ensuite index.html, slash index, etc. Tout ceci sera bloqué. Et surtout ce qui est intéressant c'est de cocher bien entendu le protocole HTTPS, donc appliqué aussi aux connexions sécurisées HTTPS bien entendu. Parce que la plupart du temps, si de toute façon les utilisateurs se connectent sur Facebook, ils vont être redirigés directement sur l'HTTPS pour pouvoir se connecter après avec leur compte. Et notamment ici, en fait, de même, là j'ai mis www.facebook.com et il faut mettre donc pour ceci nom d'hôte au travers de tous les protocoles, ce qui va vous permettre en fait de bloquer en fait voilà le nom d'hôte, donc www.facebook.com sur tous les protocoles. Donc ça peut être notamment après tout ce qui est niveau tracker, effectivement après sur internet, et tout ce sera bloqué depuis les portables, depuis l'application Facebook, etc., etc. Donc voilà, en deux étapes vraiment, il faut créer donc une première règle de contenu, donc facebook.com, on coche URL HTTP, on dit appliquer aux connexions sécurisées HTTPS, on fait OK, et on va créer une autre de même, et là cette fois-ci on va mettre www.facebook.com et on va cocher donc nom d'hôte au travers tous les protocoles. Voilà, dès que vous avez fait ces deux étapes, OK, et là votre filtre de contenu donc est bien paramétré là-dessus. Donc en source, moi ce que j'ai mis directement, j'ai mis des utilisateurs locaux. Ce que j'aurais pu faire bien entendu c'est ajouter directement des groupes. Donc par exemple là si je vais dans mes groupes sélectionnés, ici vous allez voir que sur mon AD j'ai déjà des groupes, donc les groupes qui sont déjà prédéfinis. Donc je vais pouvoir par exemple ajouter directement le groupe admin du domaine, etc., etc. Cela bloque également effectivement les applis smartphone ou tablettes. Après, comme je vous l'ai dit, il y a une manière encore plus brutale de bloquer Facebook, c'est directement bloqué par les adresses IP. Donc là, ça va être on va plutôt se reporter directement aux règles de trafic. Dans les règles de trafic, d'ailleurs, j'en avais fait une ici, voilà, qui s'appelle block Facebook en l'occurrence. En destination, ce que j'ai fait, c'est que là en destination, en fait, j'ai un groupe d'adresses IP. Donc je vais pouvoir le voir ici, mon groupe d'adresses IP, tout en bas dans définition. Groupe d'adresses IP. Donc voilà, là j'ai différents groupes et j'ai créé en l'occurrence un groupe donc qui s'appelle Facebook. Là j'ai recensé dedans en fait toutes les différentes plages d'adresses des serveurs Facebook. Ceci va vous permettre notamment de bloquer tout ce qui est tracker Facebook. Par exemple, vous connectez sur des sites, vous allez avoir des fois des pubs, des annonces Facebook, etc., etc. Ou des redirections des fois vers Facebook, etc. sur différents sites avec différents pop-up. Là, tout ceci sera bloqué pour le coup, parce que là, c'est carrément les serveurs Facebook que vous enlevez des connexions réseau du carré de contrôle. Non, vous le blacklistez tout simplement, je parle de ça, mais c'est tout simplement le mettre en blacklist, ça revient au même. Donc moi j'ai mis les services HTTP, HTTPS, et effectivement donc de toute façon ces services là, même depuis le filtre de contenu, ça devrait suffire.
autre chose donc pour le filtre de contenu, parce que là donc effectivement ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, donc c'est j'ai filtré des URL ou des groupes d'URL, mais vous pouvez filtrer directement en fait à l'aide de soit applications et catégories web qui sont directement catégorisées, prédéfinies par Kerio. Donc c'est ce qui est assez pratique et sympa quand même, hein, et c'est vraiment un gain de temps des fois quand vous voulez par exemple filtrer tout ce qui est streaming vidéo. Là vous pouvez ajouter directement cette catégorie et puis tous les sites en relation avec le streaming vidéo seront bloqués immédiatement. Donc admettons par exemple j'ai juste à taper streaming, donc ça c'est une option payante hein, dans le Kerio Control, donc qui s'appelle l'option web filter pour le coup. Stream, il m'a pas trouvé, alors c'est peut-être vidéo. Voilà, il y a vidéo par exemple, si vous voulez bloquer tout ce qui est site de vidéos en ligne, etc. et téléchargeable, vous avez juste à cocher cette catégorie, OK. Et là voilà, vous allez voir au-dessus, cette catégorie a été bloquée. Donc tous les sites en relation avec cette catégorie seront filtrés. Vous pouvez ajouter notamment le peer-to-peer, hein, on en avait parlé tout à l'heure. Ah, il m'affiche pas le peer-to-peer parce qu'en fait j'ai déjà bloqué, je crois. Ça doit être ici. Vous pouvez bloquer après bien entendu tout ce qui est activité criminelle, hein. Généralement il vaut mieux les bloquer, tout ce qui est sites de piratage, sites recensés étant connus comme des sites de botnet, des sources de botnet, des groupes achats en ligne, si vous bloquez la bourse, etc. etc. Les sites d'humour, les sites de musique, etc. et compagnie. Donc ça c'est vraiment un gain de temps énorme quand vraiment votre direction vous demande de bloquer par exemple pas mal de catégories de sites web. Toujours une tarification à l'utilisateur effectivement, Monsieur Berry. Alors, quelqu'un m'a dit effectivement qu'Kerio envisageait après de peut-être sortir une licence illimitée. Donc voilà, ça je m'avance peut-être un peu, mais apparemment c'est en prévision. Donc je sais pas comment va fonctionner après ce nouveau système de licensing, mais effectivement il risque de sortir peut-être une Kerio Control Box, une petite, voire même peut-être une plus petite, mais là-dessus vous pourrez avoir effectivement un nombre d'utilisateurs après illimité. Après ça va être le hardware finalement qui va de la Kerio Control Box qui va limiter en fait le nombre d'utilisateurs, hein, et notamment le nombre du coup d'adresses IP qui peut passer au travers le Kerio Control. Alors du coup je peux vous montrer juste le filtrage de contenu, comment il se présente. Alors je vais voir si je me log en tant que voilà, si je me log en tant qu'un utilisateur lambda. Ah non, c'est pas ça. Ok, en fait j'arrive pas à taper mon prénom. Il me met que... il veut pas me mettre des trémas. C'est intéressant. Ok, bon basta, c'est pas grave. On va prendre un autre utilisateur. Voilà, donc là je me suis connecté donc comme étant un utilisateur lambda du réseau. Là je l'ai fait manuellement bien entendu, mais vous pouvez après directement loguer automatiquement les utilisateurs de votre réseau. Voilà, juste une petite parenthèse, vous allez juste dans usager, vous sélectionnez votre utilisateur en question, si c'est ici. Voilà. Encore mieux,
alors parce que voilà, vous double-cliquez sur l'utilisateur, vous allez dans l'onglet adresse et ici vous pouvez directement mettre les adresses IP avec lesquelles il se connecte. Directement vous pouvez mapper directement MAC adresse pour le mapper directement à son téléphone portable, à ses différents devices et à ses PC bien entendu. Vous pouvez le mapper directement pour que ça soit encore plus facile dans les autres actifs. Par exemple, si vous voyez effectivement une adresse IP qui n'est pas loguée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas authentifiée, dans la colonne usager, on voit que derrière cette adresse IP, voilà, il n'y a pas d'utilisateur. Vous pouvez directement connecter voilà, vous avez cet onglet qui s'affiche, ce panneau, connecter automatiquement l'utilisateur par Mac. Juste vous appuyez dessus et il va vous directement ensuite par la suite cet utilisateur sera authentifié par sa MAC adresse. Et vous pouvez le faire aussi, alors moi je dois avoir une version, j'ai pas la dernière, mais vous pouvez le faire après directement ici depuis son adresse IP. Donc ce qui est assez pratique. Voilà, donc j'étais en train de dire, je me suis logué en tant qu'un utilisateur lambda, et là effectivement si j'essaie d'accéder après. Alors il faut juste que je regarde, j'ai bien bloqué, ça c'est bon. Voilà, là je l'ai redirigé, mais après dans filtre de contenu, voilà, dans le filtre de contenu, j'ai pas parlé de la colonne action, on est dans la colonne action. Effectivement, donc vous allez pouvoir choisir permet, refuser, éliminer. Éliminer, donc ça drop les paquets, donc tout simplement ça va mouliner dans le vide et ça va afficher, impossible d'afficher la page. Ou soit vous cliquez sur refuser et là donc vous tombez sur la page Kirio par défaut. Donc vous pouvez directement après rajouter du texte. Bonjour, tu n'as pas le droit. Effectivement, ok. Là-dessus, appliquer. Et donc si j'essaie de m'y reconnecter, je sais pas s'il a appliqué. Ok. Oui, il m'avait pas appliqué. Parce que là, par défaut, en fait, je redirigeais directement sur Google. Voilà, là, il vous affiche adresse introuvable. Ensuite, donc pour le filtre de contenu, vous avez aussi l'onglet mots interdits. Donc ça, ce qui va vous permettre tout simplement, selon la page que l'utilisateur visite, il va recenser les différents mots et selon les mots, s'il rentre dans une catégorie donc inappropriée, il va faire un cumul de plusieurs de ces mots. Et si ça atteint effectivement la valeur de 500, donc le site sera automatiquement bloqué. Donc le Kirio Web Filter, donc ça c'est pour la catégorisation web qu'on a vu dans les filtres de contenu. Ça, cette page vous permet tout simplement de pouvoir whitelister certains sites, donc pouvoir passer au travers de la catégorisation du web filter. Filtrage HTTPS, donc qui est nouveau avec Kirio Control, là qui vous permet de décrypter et filtrer le trafic HTTPS. Donc ce qui peut être assez intéressant parce que là ça va vous permettre tout simplement de pouvoir filtrer du contenu dans une connexion sécurisée HTTPS. Donc ce qui n'était pas le cas avant, effectivement, tout ce qui était ensuite HTTPS c'était infiltrable par le Kirio Control. Là effectivement c'est bon. Donc pour l'activation, il suffit juste de cocher ça et vous faites ensuite appliquer. Il vous affichera effectivement un message d'alerte comme quoi les utilisateurs, si vous cliquez sur ensuite après Show Legal Notice to User, ils recevront une notification comme quoi attention, ce trafic HTTPS sera surveillé par le Kirio Control. Donc vous avez le choix de le cocher ou pas. Et après donc le filtrage HTTPS va fonctionner comme un man in the middle. C'est-à-dire qu'il va avoir un certificat, en l'occurrence le certificat SSL du Kirio Control, qui va se placer entre l'utilisateur et le site web HTTPS. Voilà, ça c'est pour la partie décryptage de ce protocole. Donc voilà, ça c'était pour les filtres de contenu. On va
abrégé pour les filtres de contenu. On va juste passer rapidement, de toute manière, hein, il reste juste l'antivirus à voir. Quand je parlais de sécurité, effectivement, donc savoir si cette connexion est infectée, si ce paquet est infecté par un virus. Donc pour activer votre antivirus sur Carrier Control, rien de plus simple, il vous suffit donc de cocher, utiliser l'outil antivirus intégré. Donc vous avez bien entendu une mise à jour automatique de sa base de données. Et là, ici, après en dessous, vous avez le choix donc de scanner les différents protocoles. Donc le HTTP, le FTP en l'occurrence, et puis le SMTP, donc pour ce qui est serveur de messagerie, dans le cas où vous hébergez effectivement un serveur de messagerie. Donc voilà pour ceci. Donc là vous avez le choix par défaut, de toute façon il vous met scanner uniquement les fichiers plus petits donc que 4 MO. Dans l'onglet donc scanning, donc là ça c'est pour tout ce qui est scan HTTP FTP. Donc là vous avez effectivement donc par défaut toutes ces règles, donc tous les noms des fichiers qui sont scannés. Action scan, c'est-à-dire toutes ces extensions qui passeront en fait au travers du contrôle, dans les connexions, seront scannées automatiquement. Donc que ce soit les exécutables, les JPEG, etc. Donc voilà. Et après donc la partie scan SMTP. Donc ça tout simplement ça rajoutera donc un tag virus qu'on peut voir, double astérisque virus double astérisque, qui va vous permettre effectivement de pouvoir rajouter un tag dans le mail. Donc l'utilisateur, si ce virus n'a pas été filtré ou delete enfin même s'il a été delete au final par le Carrier Control, l'utilisateur en question recevra le mail donc avec la pièce jointe filtrée et avec le tag virus. Donc voilà, ça c'est pour la partie effectivement antivirale donc après effectivement vous pouvez rajouter en complément avec l'antivirus de votre serveur, par exemple Carrier Connect hébergé, pour avoir un double système de scan SMTP. Donc ça c'est pour l'antivirus. Juste parler donc après du module IPS. Donc voilà, ça c'est pour la prévention d'intrusion. Donc on avait vu tout à l'heure l'analogie avec est-ce que vous êtes un espion ou est-ce que vous êtes associé à un groupe de malfaiteurs. L'IPS va vous permettre ça en fait. Toutes les connexions donc seront scannées et selon effectivement les commandes illégales qui pourraient être contenues dans ces connexions là, selon la sévérité reconnue par le Carrier, soit c'est une sévérité basse, donc dans ce cas-là, il ne fait rien. Donc ça, vous pouvez après les paramétrer selon votre charte de sécurité informatique de votre entreprise. En moyenne, donc, nous avons juste logué les paquets. Et en sévérité haute, effectivement, nous avons le logué et rejeté immédiatement. Donc vous pouvez tester ces paramétrages. Vous avez un lien hypertexte directement sur le site de Carrier. Donc voilà, vous avez juste à scroller vers le bas dans cette page, vous faites Start Test, et là tout simplement, c'est le site Carrier, il va essayer de vous attaquer, et il va voir que effectivement donc votre Carrier Control a bien déjoué ses attaques. Donc là on a pu voir que pour sécurité maximum, il a tenté une attaque, les paquets ont été directement droppés, donc c'est-à-dire annulés, rejetés par le Carrier Control, par notre Carrier Control, et puis pour les attaques de type medium et low, effectivement ça a été permis en entrée. Et donc l'IPS joue sur ça, mais aussi en fait il dispose d'une liste noire IP qui bloque systématiquement. C'est-à-dire qu'effectivement il reçoit une connexion de cette plage d'adresse IP, de cette blacklist, c'est rejeté immédiatement. Donc ça c'est des blacklists qui sont déjà prédéfinies par Carrier. Et qui sont d'ailleurs prédéfinies, c'est les plus courantes sur l'IPS, parce que l'IPS du Carrier c'est la technologie Snort, et sur Snort vous avez déjà effectivement donc ces listages qui sont prédéfinis. Vous ne pouvez pas ajouter après votre propre blacklist, ça c'est défini, et puis ces mises à jour, c'est avec justement les mises à jour du Carrier Control derrière. Donc là par exemple si je prends un en l'occurrence, nous avons
botnet command et control server. Donc ça c'est des liens hypertextes aussi interactifs, hein. Donc vous pouvez cliquer par curiosité sur le lien et il va vous rediriger vers la page, vers le site web qui fait référence effectivement ces IP comme étant des sources de botnet et de cybercriminalité en fait. Donc voilà pour ça. Alors il peut arriver que selon les applications web que vous pouvez utiliser donc sur internet, que ce soit en entrée ou en sortie, certaines applications peuvent être reconnues comme étant finalement une attaque réseau. Donc dans ce cas là, effectivement, si votre IPS vous bloquerait cette appli web alors que vous en avez besoin, hein, vous pouvez ajouter des exclusions effectivement à votre IPS. Bien entendu, vous n'allez pas le désactiver, hein. Donc pour ajouter ces exclusions, vous avez le bouton avancer. Et là-dessus, vous avez en fait donc les signatures ignorées. Vous allez pouvoir exclure en fait certaines attaques réseau avec un numéro ID. Parce que chaque attaque réseau en fait est référencée par un ID, un numéro, un matricule. Et ce matricule là, effectivement, si vous voulez dire à votre IPS de votre Kerio, bah non mais toutes ces attaques réseau de tel matricule, tel ID, je veux qu'au final tu les permets. Donc ça, vous allez pouvoir voir ça directement dans les logs. Ça va être dans la partie security. Voilà, dans la partie des logs security de votre Kerio Control, vous allez pouvoir voir en fait les différentes lignes. Tout ce qui commence par IPS, vous allez voir IPS, donc ça c'est l'intrusion prévention système. Vous avez pu voir là effectivement, donc packet drop, severity blacklist. Donc là on a pu voir tout simplement que il y a une adresse IP qui a été déjouée, hein. La connexion a été immédiatement rejetée par le Kerio Control parce que cette adresse IP est reconnue comme étant dans une blacklist de cybercriminels. Donc admettons pour X raison l'adresse IP par exemple de votre appli web que vous souhaitez utiliser sur internet est contenue dans une des blacklists. Alors là il va falloir faire attention quand même, pourquoi déjà, savoir pourquoi cette appli web est dans cette blacklist là. Mais chaque connexion effectivement a une rule ID, donc c'est-à-dire un identifiant. Tout ce que vous avez à faire si vous voulez l'accepter, vous faites un copier-coller de cette règle. Vous retournez donc votre prévention intrusion, avancez, vous faites ajouter une nouvelle exclusion et vous copiez-coller tout simplement après votre idée. Vous pouvez après mettre une description effectivement et puis voilà. Alors là, pour des raisons de sécurité, du coup, je vais pas la faire OK, hein, la valider effectivement, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir après exclure. Je dis ça parce qu'effectivement ça m'est déjà arrivé, hein, là-dessus. Effectivement, certains sites, certaines applis, des fois assez anciennes, qui ont des fois des problèmes de compatibilité, des fois ça peut être reconnu comme une attaque réseau par l'IPS. Alors juste dernier point, c'est sur les remontées d'alerte pour l'IT admin. Donc ça va être dans la partie donc comptabilité et surveillance, dans le paramétrage, dans l'onglet paramétrage des alertes. Là vous allez pouvoir, donc en premier temps il va falloir vous configurer votre serveur SMTP, hein, bien entendu sur le Kerio Control. Vous faites ajouter, là vous tapez l'email que vous souhaitez envoyer. Je vais prendre support, sinon informatique. Et là donc ça c'est les événements qui sont déjà prédéfinis. Donc effectivement par exemple un avertissement espace disque bas, donc ça c'est pour le Kerio Control, ou client réseau poste à poste détecté, composé à une ligne, effectivement virus détecté. Par exemple si un virus est détecté, vous souhaitez avoir une remontée d'alerte dessus, il suffit de cocher ce que vous souhaitez. Alors là je suis désolé mais du coup je suis pas à la dernière version exactement de Kerio Control. Dans la dernière version pardon, vous avez de nouvelles fonctionnalités dans la remontée d'alerte, parce que là vous allez pouvoir recevoir des alertes si
par exemple une règle de trafic ou une règle dans le filtre de contenu à trouver un match. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez bloqué Facebook et que donc un utilisateur a tenté et donc il s'est fait rejeter, vous allez pouvoir avoir cette remontée d'alerte. Donc là c'est assez intéressant parce que vous allez pouvoir avoir des remontées d'alerte selon les règles de trafic que vous avez déjà prédéfinies. Par exemple, un utilisateur à utiliser son VPN ou etc. Ou je sais pas, un utilisateur, admettons, vous voulez plus que les utilisateurs utilisent du TeamViewer. Soit vous pouvez bloquer les ports directement, en l'occurrence c'est les ports 59-38, mais si un utilisateur a bloqué, a tenté par exemple d'utiliser TeamViewer, vous allez pouvoir le paramétrer dans les paramétrages d'alerte en lui disant voilà, dès que cette règle a été matchée, je veux avoir une remontée par mail. Donc voilà, je vous laisse entrevoir après le potentiel que ça peut amener pour pouvoir centraliser tout ce système d'alerte, en tout cas par mail, qui peut donc vraiment aider pour le coup les départements IT. Écoutez, voilà pour ça. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Appli web de la Poste par exemple. Ah ouais, ça je savais pas. Il y avait un problème là-dessus. Alors soit ça peut provenir de l'IPS, ça peut provenir aussi des inspections les inspecteurs de protocole. Alors par défaut ils ne sont pas affichés. Pour activer les inspecteurs de protocole, c'est dans les règles de trafic, vous cliquez sur les en-têtes des colonnes pour afficher là le volet d'exploration. Vous allez dans colonne et vous cliquez sur inspecteur. Donc en l'occurrence là je l'ai déjà affiché. Et ensuite après vous avez ici voilà, dans la colonne inspecteur vous avez donc par défaut ça signifie que tous les inspecteurs de tous les protocoles là, du carré contrôle sont activés, mais vous avez le choix après de soit activer un certain inspecteur ou soit d'en mettre aucun. Je sais parce que ça m'a aidé ça aussi effectivement. Alors du coup écoutez, je pense avoir fait le tour donc là pour le coup de la sécurité internet. Je sais pas si vous avez des questions, on va passer à la section questions-réponses. Ça peut être des questions un peu plus générales même sur KO Control bien entendu. Peut-on utiliser le proxy à travers les VPN FAI? C'est-à-dire en fait, si vous avez un micro, d'ailleurs, je peux l'activer. Je vois que c'est un GCOM. Je sais pas si c'est Arnaud ou quoi qu'est-ce. Je vais activer d'ailleurs les micros, ce sera plus simple. Ouais, tu m'entends, Mickaël? Ouais, je t'entends, Arnaud. Donc en fait, c'est juste j'ai un client qui a 5 ou 6 sites distants et il voudrait filtrer tous les accès internet par le site principal. Il voudrait, pardon, excusez-moi parce qu'il y a un peu d'écho. Ouais. Il voudrait filtrer tous les accès internet depuis le site principal. Tous les accès internet. Ah oui. Oui, alors ça dépend. Tous ces sites sont connectés par un tunnel VPN, c'est ça? Les VPN SFR. Les VPN SFR. Alors ça, il faut voir directement sur. Parce que du coup, tous les clients pour se connecter aux différents sites, ils passent par un VPN SFR. Dans ce cas-là, tu peux utiliser le serveur proxy de Kirio et tu utilises effectivement le serveur proxy de façon... alors ça nécessite que les utilisateurs se loguent depuis leur navigateur web. En fait, il faut paramétrer sur le navigateur l'accès au proxy. Donc par exemple, là je suis sur Firefox, dans Options, Avancer. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est dans Réseau, effectivement, et dans ce cas-là, le filtrage marchera, ouais. Okay. D'accord, mais ça nécessite que du coup les navigateurs passent par ce proxy. Alors de toute manière, normalement, c'est automatique une fois que tu as coché l'activation du serveur proxy. Les utilisateurs après ils se loguent automatiquement de toute manière. C'est où déjà ça? C'est dans sécurité? Non, c'est dans avancé, je crois.
Avancé réseau. Oui, c'est ça. Réseau et Paramètres, le effectivement. premier paramètre. Après, en fait, tu as juste à cliquer sur ça, détection automatique des paramètres pour ce proxy, pour ce réseau, et le navigateur va détecter effectivement si c'est un proxy, se connecter, et puis il va être configuré automatiquement, quoi. D'accord. Qu'il soit même en proxy transparent, ça fonctionne. Ouais, pas de souci là-dessus. Okay. Et si on peut mettre, sinon on peut très bien ne pas le mettre en transparent et le mettre en dur dans le navigateur, on est d'accord. Ouais, exactement. Après, c'est toi qui choisis là-dessus, quoi. Mais oui, après ça devrait être faisable. Je sais qu'il y a des clients notamment de toute façon qui utilisent le Carrier Operator juste pour son proxy, hein, pour avoir le filtrage de contenu, etc., etc. Mickaël ? Oui. Alors, ça va peut-être être à peu près identique à la question qui a été précédemment posée. D'accord. J'ai un client qui a une Livebox entreprise, donc où il utilise aussi la partie téléphonie via cette Livebox. Alors attends, je t'interromps juste, je vais couper le micro d'un Gcom. Je pense que ce sera un peu mieux, parce que là j'ai un peu trop d'écho. Donc le client, je te redis, il utilise une Livebox entreprise où il y a la partie aussi téléphonie qui passe par ce biais-là. J'aimerais lui installer un Carrier Control. Comment je peux m'intégrer dans son système, étant donné que je peux pas virer sa Livebox, quoi, en fait. Alors tu peux le faire. Alors attends, je vais couper ton micro aussi parce qu'il y a un peu d'écho. Je te repasserai la parole par la suite. Ça tu peux le faire. Alors c'est pareil que moi en fait, si tu veux. Nous en fait chez CNR, hein, de toute façon je vous montre, hein, c'est finalement mon Carrier Control en prod. Mon One OVH en fait il passe par une box. Donc tu vas pouvoir le paramétrer de la même façon en fait que j'ai paramétré finalement ma box OVH. Tout simplement sur la box OVH, enfin sur ta box internet, pour le coup t'as rien besoin de faire, hein. Tu peux mettre ça par DHCP, il n'y a pas de souci. Juste donc tu vas créer une nouvelle interface internet pour cette box sur le Carrier Control. Et tout simplement dans le lien internet, donc bien entendu tu vas mettre en mode natif, hein, pour avoir l'IPv4, et en adresse IP, tu vas donner l'adresse IP en fait de la box. D'accord. Pardon, je dis n'importe quoi. Ça c'est pour ça va être la passerelle donc du Carrier Control, hein, qui va être en 11.11.10 pour pouvoir connecter ensuite les autres utilisateurs, les autres interfaces du contrôle. Et là en passerelle tu donnes l'adresse IP de ta box, pardon. Alors attends, je vais te redonner la parole. D'accord. En fait, ouais. Donc et la partie téléphonie ne sera pas impactée absolument pas sur. Alors la partie téléphonie, comment se connectent du coup les téléphones? C'est téléphonie IP, c'est ça, et Ethernet. Ouais, c'est de la téléphonie IP France Télécom, donc il passe tout est centralisé sur cette Livebox entreprise. C'est pas la Livebox Pro, hein, la Livebox entreprise, hein, je te parle. D'accord. Alors dans ce cas, puisque tu as plusieurs ports, j'imagine, il y a peut-être un switch défini où tu fais un VLAN, mais en gros les téléphones, tu les laisses connecter sur la box classiquement en fait. D'accord. Et donc d'accord, donc et là je vais passer directement par et donc attends, je comprends pas. La box, tu vas la connecter sur la carte réseau de ton Carrier Control. Voilà, c'est ça. Alors oui, comme disait un Gcom, alors bien entendu tu peux la box Orange en fait c'est peut-être le plus, j'allais dire le plus simple. Ça dépend en fait pour la partie téléphonie, ça il faut voir avec Orange, mais sinon tu la mets en mode bridge en fait. Comme dit un Gcom en mode transparent, tu la mets en mode bridge et oui, parce que autrement je vais avoir des problèmes au niveau de la translation des ports. Je vais être obligé de faire une translation sur la box et après sur le Carrier Control. Voilà, c'est ça. Donc ça va être la galère. Ouais, c'est ça, effectivement. Donc ça risque d'être assez galère parce que après tu pourrais sinon tu la mets en mode bridge effectivement et après tu fais une liaison PPPoE en fait. D'accord. Et toi, là, pourquoi tu l'as pas passé en mode bridge Ça c'est effectivement la bonne question. C'est parce que OVH, il n'y a pas de point over Ethernet.
Tu peux pas faire de liaison PPPoE en fait avec OVH. D'accord, donc tu étais obligé de faire comme ça. Voilà, j'étais obligé de faire comme ça. D'accord. Et de toute Donc, manière, en fait, par mon NAT en entrée, ça passe après pour mon autre lien internet, quoi. D'accord. Ok. Bon, ben ça marche. Juste une petite chose, je t'avais écrit également aussi. Dans le carrière statistique, là, sur tous les statistiques, on rend compte quand on fait un affichage par usager, on a les noms des utilisateurs et on a aussi pas de connexion. Les listes des utilisateurs. Dans les statistiques. Alors toi, tu as un vieux carrière control, Ah oui. tu peux aller dans les statistiques. Voilà, tu prends l'admin, donc tu n'auras pas tous les utilisateurs. Non, c'est pas ça. Voilà, si tu vas dans usager par trafic, juste à droite, là, voilà. Voilà, et là, tu vas avoir pas de connexion. Moi, j'ai pas de connexion, tu vois, en haut. Et ça représente en général toujours le plus gros trafic. C'est ce que j'ai moi aussi, à peu près. Chez la plupart de mes clients, le pas de connexion, c'est ce qui représente le plus gros trafic en général. Et j'ai beau avoir mis tous les périphéries, les téléphones, les imprimantes, les trucs comme ça, et c'est toujours, j'ai toujours des connexions en pas de connexion. En fait. Mais même les serveurs, etc., tu as tout défini. J'ai tout mis, j'ai mis les copieurs, j'ai tout mis, et j'ai malgré tout encore des pas de connexion. Et là, j'ai du mal à comprendre d'où ça vient. Ouais, ça il faudrait que je regarde en détail. Parce que moi j'ai toujours pensé effectivement que ça provenait des différents périphériques en fait. Bah oui, mais tu vois, ça représente quand même une grosse majorité de la connexion, et moi c'est le cas chez les clients. Je veux bien que ça représente un flux infime. Ça peut être des fois des téléphones de commerciaux qui se connectent sur le Wi-Fi, etc. Mais là, ça représente très souvent, tu verras, ça représente comme un gros volume au niveau du trafic. Ouais, parce que moi je vois c'est essentiellement sur le web. Attends, je regarde rapidement. Ouais, après pour moi c'est normal parce que moi j'ai pas authentifié par mon serveur de téléphonie, VoIP, etc. Ok, bah quoi qu'il en soit, écoute, je te fais un retour là-dessus. Je vais voir ça et puis on se tient au courant là-dessus. Ouais, ok, j'étais en train de lire aussi le message d'un GECOM là, oui, mettre la business en mode bridge. Ouais, souvent on est obligé effectivement d'appeler Orange parce qu'on n'a pas la main sur la box entreprise. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est ça, il n'y a que Orange Business en fait qui a la main sur le... Ouais. Ça c'est vraiment chiant quand ils posent leur box là. Après nous derrière, nous ça c'est des choses, ça c'est des installs qu'on fait habituellement. On en a une paire comme ça, donc on est obligé en effet d'appeler Orange Business et de demander de mettre le modem en mode, le modem routeur en mode transparent ou en mode modem. D'accord. Et du coup après c'est la box en fait laisse tout passer. Et c'est le firewall qui arrive en tête de ligne au niveau de l'accès internet. D'accord, ok, ça c'est parfait. Et ça n'impacte pas du tout la téléphonie. D'accord, et dans ce cas-là, il faut bien créer une connexion PPoE sur le carrier control alors. Alors non, en fait c'est des adresses IP qu'il faut renseigner, donc ça c'est Orange qui vous fournit les adresses IP à renseigner dans le firewall. D'accord. D'accord, ouais, effectivement, donc ça c'est intéressant. Ok, bon bah je vais voir avec eux, effectivement, je vais faire un essai. Donc en général c'est l'adresse IP, WAN. D'accord. D'accord, l'adresse IP fixe, d'accord. Ok. Bon, bah, il y en a une deuxième qui est l'accrémentation de l'un qu'il faut mettre en passerelle. D'accord. Ouais, je vais essayer de me rapprocher d'Orange pour voir effectivement comment on peut faire. Ouais, tu vas voir ça avec eux, ils seront aiguillés je pense de toute façon. Ils ont l'habitude. Ok, quoi qu'il en soit, plus de questions. Merci. Alors, dans ce cas-là Oh non, moi c'est tout, c'est à peu près tout. J'avais une question par rapport à la charte, par rapport à la CNIL. Lorsqu'on met en place ce type de solution, est-ce qu'il y a des obligations par rapport à la CNIL de mettre en place une charte internet ou pas? Alors normalement une charte informatique interne suffit. C'est-à-dire que si tu as la charte informatique, tu vas la faire signer à tous les employés. Et puis voilà, ils seront au courant de cela. Tu n'as pas besoin de déclarer ça effectivement après avec Lean. D'accord,
Ok là-dessus? Ouais, c'est bon. Ouais, Ok. c'est tout bon. Ok, ça marche. Bon, bah, dans ce cas-là, je vais vous dire au revoir. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à m'envoyer après si vous avez d'autres questions. Toujours mon adresse, hein, support@cnrinformatique.com. Et puis, je reviens vers toi, du coup, Alexis, hein, pour voir ça. Ok. D'accord? D'accord. Merci. Voilà. Et excellente journée à tous. Excellent. Allez, au revoir. Merci. Salut, au revoir.